Ouais, top. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Camille, je suis développeuse chez Takima et ça fait 3 ans que je fais de l'Angular. Et durant ces 3 ans, j'ai appris beaucoup de choses, mais il y a des choses que j'aurais aimé savoir au tout début et c'est ces choses-là que je vais vous partager aujourd'hui. On commence tout de suite avec un tips un peu TypeScript d'ailleurs, c'est les alias. Avant, quand je ne connaissais pas les alias, mes imports, ils ressemblaient à ça. Il y a plein de points, plein de slash, plein de niveaux et des fois, je me trompais, mon idée râlait et c'était plus lisible et ça, on adore. On peut faire la même chose du côté du style. Donc là, je suis dans un fichier SCSS et j'ai des imports SCSS avec encore plusieurs niveaux. La solution, cette fois, elle se trouve dans l'angular.json. À l'intérieur des options, on va aller rajouter un style préprocesseur options, include pass, et là, on va lister tous les passes qui nous amènent à des fichiers SCSS dont on veut créer des raccourcis. On passe de 7 imports SCSS à un import beaucoup plus court. C'est plus clair, plus lisible, et devinez quoi? On adore. Le deuxième type, ça va être le track by, et on va faire une démonstration pour montrer ce que c'est. Pour le mettre en lumière, on a un outil navigateur qui est super, c'est le paint flashing. On va aller dans 3 petits points, More Tools, Rendering, et on coche le paint flashing, celui qui nous intéresse. Le paint flashing, il va mettre en lumière tout ce qui va être re-render sur notre page par Angular. Donc là, il y a plein de choses, vu que j'ai changé ma page. Sur mon site de management d'étudiants, j'ai 5 étudiants. Et la petite couronne, c'est pour sélectionner l'étudiant du mois. Donc normalement, si je change mon étudiant du mois, je passe juste le booléen is étudiant du mois de 2 personnes, l'un à false à true et inversement. Donc normalement, je devrais avoir que 2 choses qui bougent sur mon écran, la couronne. Mais si je fais ça, il y a toute ma liste qui se met en vert. Donc, ce n'est pas normal, ça veut dire qu'Angular, là, il la re-render toute ma liste pour 2 booléens. On va aller dans le code et on va essayer de faire mieux. Ici, dans mon HTML, j'ai mon ngFor où je vais itérer sur, mes étudiants. Et du coup, je vais rajouter le trackby. C'est une fonction. Je vais la nommer trackbyFN, du coup. Et je vais aller la définir côté TypeScript. Côté TypeScript, je mets mon trackbyFN. Il prend un index en paramètres et un item. Donc, nous, on itère sur des students. Donc, je sais que mes items, ce sont des students. Et il va devoir retourner quelque chose d'unique pour identifier chacun de mes éléments de ma liste. Donc, ici, je retourne l'index. Je pourrais très bien retourner mon student.id, par exemple. C'est également unique. Hop, on va aller voir ce que ça donne de ce côté-là. Et cette fois-ci, si je change mon étudiant du mois, je n'ai plus que ma couronne qui s'illumine. On n'a pas re-render toute notre liste. On a vu que le trackby, c'était une fonction facultative qu'on peut ajouter dans la directive ngFor et qu'elle nous permet de suivre la modification des éléments dans un itérable. L'avantage ici que le trackby va nous apporter, c'est de la performance. Dans mon exemple, j'ai 5 éléments dans ma liste, donc peut-être qu'on ne va pas gagner énormément de performance. Mais dès qu'on commence à avoir des grosses listes, là, ça devient super intéressant. C'était tellement intéressant et tellement peu utilisé que du coup, Angular 17, quand ils sont passés sur le built-in control flow, on ne va plus utiliser les directives ngFor, on va utiliser le add_for. Et bien maintenant, c'est obligatoire. Vous serez obligé de mettre ce petit track là dans votre for. Sinon, de toute façon, votre compilateur, il va vous dire que ce n'est pas bon, qu'il manque track. Et du coup, track, c'est exactement track by, sauf qu'on n'a pas besoin de mettre une fonction, on peut directement mettre l'index ou student.id. Et donc, les performances qu'on va gagner, ça, on adore. On va parler un petit peu du unsubscribe. Là, j'ai un gros bout de code, mais on va le décortiquer ensemble. Le but ici, c'est d'afficher la langue de l'utilisateur côté HTML.
Du coup, j'ai déclaré une variable qui s'appelle userLanguage. J'ai besoin du language service pour appeler la méthode observeLanguageChange qui va nous retourner un observable de la langue. Je me subscribe, je récupère la langue et je la mets dans ma variable. Forcément, tout ça, ça a créé une souscription. Donc, j'ai mis une variable de souscription, j'ai mis dedans tout ça, et dans le engine destroy, je me unsubscribe. Pourquoi? Les observables, c'est la première cause de fuite mémoire dans les projets Angular. On oublie souvent de unsubscribe. Et du coup, pourquoi il faut faire ça? Une souscription, tant qu'elle n'est pas unsubscribe, elle va continuer à vivre. C'est-à-dire que mon petit composant, là, où dans le ng onInit, je crée une souscription, si je fais un onInit, undestroy, donc que mon composant vit et se détruit plusieurs fois, et ben, je vais avoir autant de souscriptions que de composants qui s'est détruit, etc., si je n'ai pas unsubscribe. Donc, on pense toujours à unsubscribe, unsubscribe, on adore. On va discuter du pipe. D'abord, qu'est-ce que c'est le pipe? C'est cette petite barre-là, Unix, c'est très droit. Et on va mettre une fonction avec le uppercase, par exemple. On a une entrée, ici username, et on a une sortie qui va être transformée. Donc là, notre username, il sera affiché en lettres majuscules. Finalement, c'est un peu comme si côté TypeScript, j'avais créé une méthode uppercase, que j'avais mis en paramètre une string, que j'avais retourné cette string avec toUppercase qui serait la méthode de string, sauf que ça, c'est moi qui l'aurais créé. Là, le pipe uppercase, ça vient du command module d'Angular. Et d'ailleurs, il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. On a lowercase, date, currency, décimal et A5. Et on va s'intéresser à celui-là parce qu'il est super important. Le pipe A5, il va s'utiliser uniquement sur des observables. Son but à lui, ça va être de gérer toute la souscription. Du coup, il va se subscribe. Donc là, dans notre exemple, on a un user $, qui est un observable d'un user. Et du coup, côté HTML, je peux directement aller récupérer la valeur de ce user grâce au pipe A5. Et je n'ai pas besoin de unsubscribe parce que du coup, c'est lui qui gère, enfin, Angular gère toute la souscription. Donc à ce moment-là, ça m'enlève toute la partie unsubscribe. Du coup, ça, c'est le bout de code qu'on a vu avant, où on avait bien pensé à unsubscribe, on avait fait toute notre souscription. Et maintenant que je connais le pipe A5, bah, je vais modifier mon code et je vais le refacto. Ça donne ça. Du coup, j'ai toujours mon language service, où j'appelle observe language change. Mais cette fois-ci, mon observable, je vais le garder tel quel et je vais le mettre dans une variable. Et cette variable, côté HTML, je vais mettre mon pipe A5. C'est exactement la même chose. On a divisé par 2 le nombre de lignes, c'est plus clair, et on n'a plus besoin de se charger de la souscription. Et ça, on adore. Côté, si je veux utiliser mon user plusieurs fois, donc par exemple, aller chercher le first name et le last name, maintenant que je connais le pipe A5, personnellement, je le ferai comme ça. Le problème ici, bah, c'est que j'ai 2 souscriptions sur le même observable. Du coup, c'est un peu dommage. Il y a une solution à ce problème, c'est qu'on va utiliser la directive ngIf pour pouvoir utiliser ce petit mot-clé-là, le as, qui va nous permettre d'avoir une variable qu'on va déclarer, donc je l'ai appelée user, et à chaque fois qu'on va avoir une donnée qui va passer dans notre observable, elle va être stockée dans user, et on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut, il n'y aura qu'une seule souscription à ce moment-là, par contre, il faut bien l'utiliser dans le bloc. Et ça crée une seule souscription. Si vous êtes en Angular 17 ou plus et que vous utilisez le nouveau built-in control flow, du coup, vous pourrez utiliser avec le @if. Par contre, il faudra faire attention, il y a ce petit point-virgule qui vient s'ajouter. Et si on ne le met pas, ça ne compile pas. Donc, il faut y penser. Et du coup, faire cette souscription unique, on adore. On va continuer avec les résolveurs. Les résolveurs, qu'est-ce que c'est? C'est un type de service où, depuis Angular 14, ça peut être aussi des fonctions qui vont nous permettre de résoudre des données. Bon. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on arrive sur une route et qu'on a un composant qui est associé, si on a un résolveur, on ne va pas aller dans le composant et l'initialiser de suite, on va d'abord aller dans le résolveur. Dans le résolveur, on va vouloir aller chercher des données qui sont importantes pour notre composant, et donc souvent, c'est des requêtes HTTP. Une fois qu'on a récupéré ces données, on les remet sur la route, et seulement à ce moment-là, notre composant va aller sur la route, récupérer ces données. Donc, notre composant, finalement, quand il va être initialisé, il va directement avoir les données, et il n'y aura pas de temps de chargement dans notre composant. Et bien, c'est parti, on va créer un résolveur ensemble. Du coup, j'enlève le paint flashing, qui ne va pas être utile. Par contre, on va utiliser un autre outil navigateur
dans le network, c'est un peu grand, on va pouvoir limiter la bande passante. Donc là, je vais vouloir vous montrer un peu de loader, de chargement pour voir comment ça se passe. Du coup, on va se mettre en slow 3G. On va aller voir les détails de j'en peux plus. On a un chargement lorsqu'on arrive, parce qu'on est en slow 3G, ça prend du temps. Sur le côté gauche, on a les détails de notre étudiant j'en peux plus. Ça, c'est un premier appel HTTP. Sur le côté droit, on a des détails, c'est un second appel HTTP. On va aller voir ce que ça veut dire dans le code. Du coup, ça, c'est le composant de la page. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'ID de notre student qu'on a sélectionné sur la route dans les paramètres, qui s'appelle ID. Et ensuite, on voit bien nos deux appels HTTP. Donc, le premier, le student de là, c'est pour aller récupérer les informations qu'on avait sur la gauche. Et le second, detail, c'est pour aller chercher les informations qu'on avait sur la droite. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est remplacer le premier appel, donc la partie de gauche, par un resolver. C'est ce student service.getStudent. On va vouloir aller chercher nos informations avant d'arriver sur le composant et pas au moment où on initialise notre composant. Du coup, j'utilise le CLI d'Angular pour faire un ng generate resolver. Et je vais l'appeler student parce qu'on va aller chercher notre étudiant. Hop, il a été créé ici. C'est un peu... Je vais mettre la ligne pour qu'on voit bien, mais ce n'est pas très joli, mais ça se remettra tout seul après. Du coup, ici, notre resolver, c'est un functional resolver, donc depuis Angular 15, c'est comme ça qu'il se présente. Du coup, c'est une arrow function. Vous avez peut-être l'habitude de voir des classes, et du coup, c'est des services, normalement, les resolvers. Et à partir d'Angular 15, du coup, c'est déprécié. Du coup, maintenant, c'est comme ça qu'on doit le faire. C'est grâce à la fonction inject qui a été rajoutée dans Angular 14 et qui nous permet de faire de l'injection de dépendance plus avec le constructeur. Du coup, ici, je vais avoir besoin de mon student service que je vais donc aller chercher avec inject. Il n'a pas importé. Du coup, ça vient de Angular Core. Maintenant que j'ai mon service, je vais pouvoir aller chercher getStudent et j'ai besoin d'un ID. Mon ID, on a dit qu'il se trouvait sur la route, dans le pass. Et ça tombe bien parce que du coup, dans mon resolver, on me donne l'activated route snapshot et le state, router state snapshot. Je peux utiliser les deux. Les deux sont optionnels, c'est-à-dire que si on veut, on peut les enlever, mais Angular les met par défaut quand on crée un resolver. Donc là, je faisais mon ID et du coup, je vais aller chercher sur la route dans les params. On sait qu'on a ID. Ah, il nous a tout mis tout joli. Et du coup, là, on retourne un student et plus un booléen comme on avait au début. Donc là, ça y est, on a fini de créer notre resolver. Ce n'était pas hyper compliqué, mais là, il ne sert à rien parce qu'on ne l'utilise pas. Du coup, on va aller sur la route. Ça, c'est notre pass qu'on a vu tout à l'heure avec notre composant detail. Et je vais ajouter mon resolver. Pour ça, j'utilise resolve. Je mets un objet. Et à l'intérieur, je vais pouvoir lister autant de resolvers que je veux. Nous, on a créé notre student resolver. Et je dis que le resolver, lorsqu'il va récupérer ces données, il va les mettre sur la route sous le nom de student. C'est moi qui ai nommé mon petit student. OK, donc maintenant, quand on arrive sur /student/id et qu'on ne va pas aller directement dans notre detail component, on va d'abord passer par notre resolver. Le resolver, il va faire notre appel pour aller chercher notre student. Quand il l'a récupéré, il le met sur la route. Et maintenant, on va aller le récupérer dans le composant. Du coup, c'est cette partie-ci. On ne veut plus faire d'appel. En fait, il est fait avant maintenant. Et du coup, on va aller sur la route. J'ai un petit... On va aller sur la route et dans les datas, on sait qu'on a mis un student et on va le récupérer à ce moment-là. Non, sur le 3G, j'ai oublié de revenir en arrière, ça va être longtemps. OK. En plus, il va spoil. Non. OK, on repart en arrière. On a fait comme si on n'avait rien vu. On se met sur le 3G. Et du coup, maintenant, quand on va aller voir les détails de notre étudiant, on a d'abord un premier chargement, c'est notre resolver sur la première page.
Quand on arrive sur notre composant, on a toutes nos données qui étaient sur la gauche dans l'appel getStudent. Par contre, du côté droit, on n'a rien fait. On a toujours notre appel pour aller chercher les détails et il y a notre loader qui est là pour ça. Du coup, le résolveur, c'est trop bien pour aller chercher des données avant d'arriver sur notre composant, mais c'est un petit défaut, c'est qu'on a vu qu'on restait sur la page d'avant. Donc, si ça dure trop longtemps, on peut se demander ce qui se passe et se demander si ça a bien marché. Du coup, je vais montrer 2 petites vidéos pour montrer des exemples de choix qui ont été faits. Le premier, c'est chez OVH. Quand on arrive sur la page, on a un gros chargement et ensuite, on a tout d'un coup. Donc, eux, ils ont choisi de tout avoir d'un seul coup. On a même le droit de l'avoir 2 fois. Et là, je vais vous montrer chez Twitter. Ils ont fait différemment. On va avoir un chargement progressif cette fois-ci. Au début, quand on arrive, on a les infos les plus importantes. Et ensuite, on a tout qui va se charger de la gauche vers la droite, des infos des plus importantes aux moins importantes. Du coup, quand on va utiliser un resolver, il faut faire attention à ne pas tomber dans le premier cas et en mettre pour toutes les données. Sinon, on va rester super longtemps sur une page. Et ensuite, on va arriver avec toutes nos données. Mais nous, en tant qu'utilisateurs, en vrai, ce qu'on préfère, c'est que ça aille un peu vite. Et l'illusion d'aller un peu vite, on la donne en attendant un peu avant, en passant sur notre composant. Et les petits éléments après qui sont moins importants, on peut les mettre avec des loaders. Du coup, combiner les résolveurs et les loaders, ça nous permet d'avoir une super expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, on adore. Pour résumer, on a vu les alias côté TypeScript et côté SCSS qui nous permettent d'avoir des imports beaucoup plus lisibles. On a vu le trackby dans la directive ng-for. On a aussi vu qu'on est obligé maintenant d'utiliser track si on utilise le nouveau built-in control flow. On a découvert des outils navigateurs, le paint flashing et la limitation de bande passante. On a vu que si on voyait un subscribe, on pense à ce unsubscribe surtout. Il y a des cas où on n'est pas vraiment obligé, mais vaut mieux le mettre au cas où. Et surtout, on peut faire autre chose que faire un point unsubscribe pour se désabonner d'un observable. On a vu le PyPA5, mais il y a aussi des opérateurs RxJS qui nous permettent de se désabonner au bout de X temps ou au bout de X observables, ce genre de choses. Les observables en Angular, on adore ça. Du coup, on essaye de les garder et pas de se subscribe et de mettre des variables pour utiliser les variables ensuite. Comme ça, on utilise le PyPA5 côté HTML. Et si on veut réutiliser plusieurs fois, on a le petit mot-clé as dans la directive ngIf ou dans le hatif. On a vu les résolveurs qui nous permettent de précharger des données. Par contre, on fait un peu attention parce que quand on ne connaît pas les résolveurs, on n'en met pas. Et quand on les connaît, on a tendance à en mettre après partout. Mais du coup, il faut faire un peu attention. Pour avoir une bonne expérience utilisateur, on essaie de mettre des loaders avec nos résolveurs. Merci.